Donc voilà pour ce cas clinique qui concerne un nouveau-né de sexe masculin qui a été hospitalisé à l'âge de 15 jours pour exploration d'une hypotrophie. Donc ce bébé est issu d'une première grossesse normalement déroulée, menée à terme sans incident, avec une bonne adaptation à la vie extra-utérine et un poids natal de 1900 grammes, inférieur au troisième percentile, et une taille de 44 cm, également inférieure au troisième percentile, et un périmètre crânien de 32 semaines. En fait, c'est le médecin traitant qui a constaté l'hypotrophie, la perte de poids qui était isolée, sans troubles digestifs associés, et il n'y avait pas également d'erreur diététique. Donc, diapo suivante. Donc, l'examen clinique à l'âge de 15 jours trouve un poids de 1800 grammes, alors que ce bébé pesait 1900 grammes à la naissance et il était sous allaitement artificiel bien conduit. Donc, il était apyrétique, hyporéactif, avec un réflexe de scission faible. Donc, l'examen clinique trouve un bon état d'hydratation. Les organes génitaux externes sont de type masculin bien différenciés et le reste de l'examen physique était sans particularité. Donc, nous sommes devant une hypotrophie et hyporéactivité chez un nouveau-né dysmatyre. Quel diagnostic évoquez-vous? L'infection néonatale, l'hypoglycémie, l'allergie aux protéines de lait de vache, une tubulopathie ou bien une cause endocrinienne comme l'insuffisance surrénalienne ou le diabète néonatal. Donc voilà, allez-y, rejoindre l'application Slido pour répondre donc à cette première question qui comporte 5 propositions. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tableau d'hypotrophie et d'hyporéactivité chez un nouveau-né dysmatyre de 15 jours. Donc à travers ces données cliniques, quel diagnostic évoquez-vous parmi les 5 propositions affichées? Voilà, vous avez encore pratiquement 15 secondes pour répondre. Alors, pour les réponses, voilà. Donc, les réponses. La réponse, en fait, les réponses sont panachées. Donc, la majorité ont répondu pour la première proposition, pour l'infection néonatale. Oui, en fait, devant tout nouveau-né qui va mal, il faut évoquer l'infection néonatale. L'hypoglycémie, oui, effectivement, vous avez raison, d'autant plus qu'il s'agit d'un nouveau-né dysmature. Et je vous rappelle là que le dextro doit faire partie de l'examen systématique de tout enfant. L'allergie aux protéines de lait de vache, oui, on doit l'évoquer, même en absence de troubles digestifs, puisque ce nouveau-né était sous allaitement artificiel. La tubulopathie également, elle peut entraîner une stagnation, une perte pondérale, et là, il faut pousser l'interrogatoire pour rechercher la notion de polyurie, c'est-à-dire des couches qui sont trop mouillées. Les causes endocriniennes, bien sûr, l'insuffisance surrénalienne, par le biais de syndrome de perte de sel, peut donner l'hypotrophie, et également le diabète néonatal peut donner l'hypotrophie, et ces 2 causes doivent être recherchées de façon systématique. Voilà. Donc, puisque nous avons évoqué tous ces diagnostics, nous avons complété par un bilan qui a comporté une numération formule sanguine qui était normale, une CRP négative, alors que, comme vous voyez là, la glycémie est très élevée, à 35 millimoles par litre, associée à 3 courroies de glucosérie et sans acétonurie. Le bilan infectieux a comporté une ponction lombaire, un ECBI et des hémocultures qui étaient tous négatifs. Diapo suivante, voilà. Nous sommes devant une hyperglycémie associée à une glucosérie chez un nouveau-né dysmatyre avec perte pondérale. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Hyperglycémie secondaire à une infection néonatale, ou bien une hyperglycémie secondaire à une déshydratation, ou bien hyperglycémie secondaire à un état de stress, ou bien il s'agit plutôt d'une hyperglycémie iatrogène, ou bien il s'agit d'une hyperglycémie en rapport avec un diabète néonatal. Donc, allez-y. Donc, pour la réponse, vous avez 40 secondes. Et je vous invite une autre fois de rejoindre l'application Slido donc, pour répondre à cette deuxième question de ce cas clinique.
Donc, vous avez encore 20 secondes pour répondre à cette question concernant les différentes propositions devant une hyperglycémie associée à une glucosurie chez un nouveau-né dysmature. Donc, nous allons voir donc, tout de suite vos réponses. Hyperglycémie secondaire à une infection néonatale, vous avez raison, ce n'est pas la bonne proposition. C'est vrai que toute hyperglycémie n'est pas synonyme de diabète néonatal. On doit en premier lieu éliminer les causes secondaires. Ces causes secondaires sont dominées essentiellement par l'infection néonatale, mais pour notre bébé, le bilan infectieux était négatif. Également, on doit toujours rechercher devant une hyperglycémie une déshydratation de façon systématique. Ce n'est pas le cas de notre bébé. L'hyperglycémie secondaire à un état de stress, ce n'est pas la situation. Donc, il n'était pas en détresse vitale, ce bébé, au cours de son hospitalisation. Donc, l'hyperglycémie iatrogène, et là, je vous invite toujours à poser l'interrogatoire pour rechercher la notion de prise de médicaments comme la corticothérapie, la théophéline ou la caféine, ou bien lorsque les bébés sont sous apport glucosé important, ils peuvent développer une hyperglycémie iatrogène. Donc, ce n'est pas le cas pour notre observation. Et finalement, bien sûr, on doit évoquer le diabète néonatal puisque nous n'avons pas une cause évidente de cette hyperglycémie massive chez ce nouveau-né. Et en fait, la surveillance rapprochée des dextros a montré des valeurs élevées entre 3 et 5 grammes par litre. Et devant l'association du retard de croissance intra-utérin, de la perte pondérale et de l'hyperglycémie persistante, nous avons retenu finalement le diagnostic de diabète néonatal. Diapo suivante. Donc, le diabète néonatal est défini par des hyperglycémies persistantes survenant avant l'âge de 1 mois, ou bien avant l'âge de 3 mois, ou bien durant les 6 premiers mois de vie, ou bien les 9 premiers mois, ou bien au cours de la première année de vie. Donc, voilà pour la définition du diabète néonatal. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est avant l'âge de 1 mois, ou bien avant 3 mois, ou 6 mois, ou 9 mois, ou bien durant la première année de vie? Donc, il vous reste encore pratiquement 20 secondes pour répondre à cette question concernant la définition du diabète néonatal en fonction de l'âge chronologique. Voilà, nous allons voir ensemble vos réponses. Je vois que la majorité ont répondu c'est avant l'âge de 1 mois et avant l'âge de 3 mois. Non, en fait, le diabète néonatal, il est défini par une hyperglycémie permanente et persistante survenant au cours de la première année de vie. Donc, la bonne réponse, c'est avant l'âge de 12 mois. Diapo suivante. Voilà, comme j'ai dit, le diabète néonatal, il est défini par des hyperglycémies graves nécessitant un traitement par insuline et survenant entre la période néonatale et l'âge de 1 an. En fait, c'est une maladie génétique rare. Il est lié à une insuffisance ou bien à l'absence de sécrétion d'insuline de cause génétique et actuellement, plus de 20 gènes sont connus responsables de cette maladie. Donc, en fait, il faut évoquer le diagnostic de diabète néonatal devant certains signes cliniques, notamment le retard de croissance intra-utérin qui est fréquent, puisqu'on connaît que l'insuline a un rôle important dans la régulation de la croissance pondérale fétale. Il faut également évoquer ce diagnostic devant une déshydratation inexpliquée par des troubles digestifs, devant une perte ou stagnation pondérale, comme c'était d'ailleurs le cas de cette observation, devant l'hypotonie, les pleurs incessants ou bien la léthargie, qui évoque plutôt la polydipsie. Et il faut savoir que pratiquement dans la moitié des cas, il s'agit d'un diabète transitoire, mais quand même, il y a un risque de rechute élevé de l'ordre de 60 à 70% des cas vers l'âge de la puberté. Donc, sur le plan biologique, ce diabète néonatal est caractérisé par une hyperglycémie souvent massive au moment du diagnostic, qui est associée souvent à une glucosurie qui est également massive,
contrastant avec l'absence de cétonurie, du fait de la faible masse grasse chez les hypotrophes et du fait de l'immaturité des enzymes de la cétogénèse. L'osmolarité sanguine est souvent élevée et les gaz du sang sont normaux ou peuvent parfois montrer une acidose métabolique, mais cette acidose métabolique est plutôt en rapport avec la déshydratation. Diapo suivante. Donc, voilà le bilan qui a été réalisé chez notre bébé. Une glycémie très élevée, 35 mmol par litre avec 3 courroies de glucosurie sans cétonurie. L'ion sanguin, il est normal, de même que la fonction rénale, les réserves alcalines à 18 et l'osmolarité était à la limite supérieure de la norme. Diapo suivante. Donc là, nous sommes devant un diabète néonatal chez un nouveau-né de 15 jours. Quel examen complémentaire à visée étiologique demandez-vous? Une insulinémie, un dosage du peptide C, les anticorps du diabète, les anti-îlots de Langerhans, les anti-glytamate deshydrogénases, les anti-tyrosine phosphatase, anti-insuline et anti-ZNT8, la sérologie torche ou bien l'IRM pancréatique. Donc, allez-y. Voilà, c'est une question qui est en rapport avec le bilan étiologique qu'on doit demander devant la découverte d'un diabète néonatal. Est-ce qu'on va doser l'insulinémie et le peptide C? Est-ce qu'on doit rechercher les anticorps du diabète? Est-ce qu'on doit également pratiquer la sérologie torche? Et est-ce qu'on doit demander l'IRM pancréatique chez tout nouveau-né qui a un diabète néonatal? Les réponses. Très bien. Bon, l'insulinémie, oui. La majorité ont répondu pour cette première proposition. Le peptide C, donc quand même, une majorité ont répondu également pour cette proposition. Les anticorps, oui. La sérologie torche. Et aucune réponse, bien sûr. L'IRM pancréatique, donc pratiquement 67% de réponses. En fait, pour le bilan étiologique d'un diabète néonatal, on doit toujours demander le dosage de l'insulinémie et du peptide C. Pourquoi? C'est pour confirmer le caractère insulinoprime du diabète néonatal. Diapo suivante. On doit également demander de façon systématique les anticorps du diabète pour infirmer la nature auto-immune de cette forme de diabète qui est de cause génétique. On doit également demander systématiquement la sérologie torche pour éliminer les rares cas de diabète secondaire à une embryophytopathie. L'IRM pancréatique n'est pas indiqué de première intention, mais plutôt on demande l'échographie pancréatique pour rechercher une éventuelle agénésie, hypoplasie ou bien une agénésie, hypoplasie du pancréas ou bien d'autres malformations associées. Et puisque ce diabète il est de cause génétique, on doit systématiquement faire un prélèvement ADN pour l'étude génétique. Diapo suivante. Donc, voilà le bilan que nous avons pratiqué pour notre patient. Comme vous voyez là, l'insulinémie était basse, de même que le peptide C, il est effondré. Les anticorps du diabète étaient négatifs, la sérologie torche est négative. Nous avons réalisé une échographie pancréatique, mais malheureusement, le pancréas était difficile à explorer sur cet examen. Et de façon systématique, on a fait un prélèvement ADN pour l'étude génétique. Diapo suivante. En fait, comme j'ai dit, le diabète néonatal, il est de cause génétique. Et habituellement, on distingue 3 grands groupes étiologiques pour ce diabète néonatal. Les plus fréquentes sont les anomalies de fonctionnement des cellules bêta et les autres étiologies sont représentées par les troubles de développement du pancréas et beaucoup plus rarement la destruction progressive des cellules bêta. Donc, concernant les anomalies de fonctionnement des cellules bêta, elles sont essentiellement représentées par les anomalies du chromosome 6, également par les mutations des gènes qui codent pour les canaux potassiques, et on sait que la fermeture des canaux potassiques représente une étape indispensable pour la sécrétion de l'insuline.
Ces anomalies sont également représentées par les mutations d'hygiène de l'insuline et beaucoup plus rarement par les mutations d'hygiène de la glucokinase. Suivante. En fait, pour les anomalies du chromosome 6, il peut s'agir d'une inidosomie paternelle du chromosome 6, c'est-à-dire là, le bébé, il a 2 chromosomes 6 d'origine paternelle avec absence du chromosome 6 d'origine maternelle. Elles peuvent être également, ces anomalies, représentées par la duplication paternelle du chromosome 6 qui donne, comme vous voyez là, un aspect de trisomie partielle du chromosome 6. Et ces anomalies, finalement, peuvent également être en rapport avec des anomalies de méthylation du chromosome 6. Et il faut retenir que ces anomalies du chromosome 6 donnent souvent un diabète néonatal précoce, avant l'âge de 3 mois, mais c'est un diabète néonatal qui est toujours transitoire. Donc, c'est un diabète qui va disparaître au cours de la première année qui suit le diagnostic, mais au prix d'un risque de rechute, essentiellement à l'âge de la puberté. Diapo suivante. Concernant les anomalies des canaux potassiques, en fait, ces anomalies donnent un diabète néonatal souvent permanent, mais il peut être transitoire. Et la particularité de cette pathologie ou bien de cette étiologie, c'est qu'on peut voir des anomalies neurologiques associées pratiquement chez le 1/4 des patients à type de retard mental et d'épilepsie. Pourquoi? Parce que les canaux potassiques s'expriment à la fois au niveau du pancréas, mais également au niveau cérébral. Diapo suivante. En fait, pour les canaux potassiques, je vous rappelle que... Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vous rappelle que pour les canaux potassiques, ils comportent 2 sous-unités. Donc, il y a l'unité cursus 2 et la sous-unité sur 1. Et donc, ce canal potassique, pour entraîner la sécrétion de l'insuline, doit être fermé. Mais en cas de mutation de gène qui code pour les 2 sous-unités, ce canal potassique va être ouvert en permanence et par la suite, la sécrétion de l'insuline ne se produit pas, ce qui explique la survenue du diabète néonatal. Et les mutations de ces 2 sous-unités, diapo suivante, sont représentées par la mutation du gène KCNJ11 qui code pour le CUL6-2 et la mutation du gène ABCC8 qui code pour la SURE. Donc voilà, pour le deuxième groupe étiologique du diabète néonatal, il est représenté par les anomalies du développement du pancréas. La liste est très longue, je n'entre pas dans le détail, mais il faut savoir de façon globale que ce type de diabète, il est secondaire à une mutation des facteurs de transcription qui sont nécessaires pour le développement du pancréas. Donc, ces mutations vont entraîner parfois une hypoplasie ou une agénésie pancréatique, mais également, ces facteurs de transcription sont nécessaires au développement d'autres organes. Et donc, on va trouver d'autres malformations associées avec le diabète, comme les malformations cardiaques, les malformations du type digestif, des atteintes neurologiques ou bien des atteintes rénales ou hépatiques. Diapo suivante. Et bien sûr, c'est en fonction de l'anomalie associée qu'on peut être orienté vers le type de la mutation en cause. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. La suivante. Voilà, c'est le dernier groupe. Non, la précédente. Le dernier groupe étiologique, il est représenté par la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans qu'on peut voir dans certains syndromes, comme l'IPEX syndrome, donc le syndrome de Wolfman et le syndrome de Walcott-Rallusson, qui est associé à un diabète néonatal permanent et une dysplasie épiphysaire. Donc, diapo suivante. Donc, bien sûr, pour l'enquête étiologique, elle doit commencer toujours par l'interrogatoire, qui va rechercher la notion de consanguinité et de cas similaires. Et effectivement, en traçant l'arbre généalogique pour ce bébé, on a constaté que les parents sont consanguins, qu'il y a la notion de décès au bas âge du côté maternel, des décès inexpliqués. Et c'est vrai que ce bébé, il est issu d'une première grossesse, mais le frère cadet avait une hypothyroïdie congénitale associée à un diabète néonatal. Donc voilà, pour l'enquête étiologique, c'est l'interrogatoire, l'arbre généalogique, l'examen clinique pour rechercher les anomalies associées ou bien une dysmorphie. Et effectivement, notre bébé, et au cours de son hospitalisation, nous avons constaté chez lui une macroglossie et des œdèmes en rapport avec une hypothyroïdie primaire qui a nécessité bien sûr la prescription immédiate
du traitement par la L-thyroxine et au cours de l'évolution, il a développé un retard psychomoteur avec épilepsie, un syndrome dysmorphique qui devient évident avec des oreilles donc mal orlées, bas implantées, un petit menton et un strabisme convergent en rapport avec un glaucome congénital et il avait également une surdité de perception bilatérale. Donc là, nous sommes devant un diabète néonatal syndromique associant une atteinte neurologique, retard psychomoteur, épilepsie, atteinte oculaire sous forme de glaucome et une autre atteinte neurosensorielle à type de surdité de perception bilatérale. Et donc là, l'étude génétique, diapo suivante, réalisée à l'étranger, a conclu à une mutation homozygote du gène GLIS3, un facteur de transcription nécessaire pour le développement de la thyroïde, mais également du pancréas, pardon, mais également il est nécessaire pour le développement de la thyroïde, du foie et du rein. Et ici, on voit notre tableau concernant le deuxième groupe étiologique, nous constatons que effectivement, cette mutation GLIS3 donne un diabète néonatal permanent avec hypothyroïdie congénitale et un glaucome congénital, mais on n'a pas objectivé d'atteinte hépatique chez notre bébé, ni d'atteinte rénale, qui sont habituellement rapportées dans ce type de mutation. Et donc, notre observation était particulière par l'absence d'atteinte hépatique et par l'absence d'atteinte rénale et plutôt la présence d'une atteinte neurologique associée. Diapo suivante. Voilà, devant un diabète néonatal, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Apport calorique jusqu'à 190 kilocalories par kilo et par jour associant un apport glycémique de 15 à 18 grammes kilo jour, insuline rapide en sous-cutanée à raison de 4 injections par jour, insuline intermédiaire à raison de 2 injections par jour, une injection d'analogue long par jour, ou bien c'est l'indication d'une pompe à insuline. Allez-y, donc voilà cette question qui est en rapport avec la prise en charge thérapeutique du diabète néonatal. Le type d'insuline, est-ce que c'est une insuline rapide, est-ce que c'est une insuline intermédiaire, un analogue lent, ou bien pompe à insuline? Donc la pompe, vous connaissez, la contrainte majeure, c'est le coût élevé, n'est pas remboursé par la CNAM, ce qui limite l'utilisation de ce type de traitement pour nos enfants diabétiques, malheureusement. Donc voilà, il vous reste 5 secondes pour répondre à cette question, comme d'habitude avec 5 propositions. Les réponses, très bien. Pour la première proposition, oui, apport calorique important associé à un apport glycémique également important. Assurer un rattrapage pondéral chez ces enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin et qui développent souvent une autre. Insuline rapide en médiaire de prise en charge, c'est important glycémique pour assurer un rattrapage pondéral satisfaisant. Le régime doit être fractionné 8 à 10 biberons par jour. Et pour l'insulinothérapie, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le lent à raison d'une injection par jour. On utilise de l'AMM, mais c'est un traitement qui a donné beaucoup de résultats importants en cas de diabète néonatal. L'insuline ultralente, la nouvelle insuline qui est malheureusement non disponible, et on peut parfois avec l'analogue lent associer des boulisses d'insuline si la glycémie dépasse 2 grammes par litre. Et surtout l'intérêt, et là c'est surtout l'intérêt de l'utilisation des analogues lents, des analogues rapides pour ces boulisses d'insuline. Et donc on voit que seulement les enfants qui ont une couverture sociale qui peuvent bénéficier de ce type de traitement. Malheureusement, notre enfant n'a pas de couverture sociale, donc on était obligé de prescrire au début donc une insuline intermédiaire à faible dose, comme vous voyez là, une unité le matin, une unité le soir, donc relayée après par le schéma conventionnel. Et comme vous voyez là, aux différents contrôles, c'était un diabète difficile à équilibrer avec une grande variabilité des dextros, une hémoglobine glycée fluctuante entre 8 à 12%. Et au dernier contrôle réalisé donc à l'âge de 18 ans, on a constaté que cet enfant elle a une taille à moins de 2,6, la puberté était normale,
Le retard psychomoteur, il est important et il est sous traitement à base d'insuline. Selon le schéma conventionnel, la dose moyenne était à 1,5 unités par kilo par jour. Il reçoit également la L-tyroxine et la dépacrine. Donc, cet enfant a été transféré par la suite au service d'endocrinologie à DIFT pour complément de suivi et de prise en charge. Là, donc, en cas de diabète néonatal, il faut connaître qu'il y a un traitement qui par voie orale, ce sont les sulfamides, les sulfates, qui sont essentiellement efficaces en cas de diabète néonatal par mutation des canaux potassiques. Pourquoi ce traitement est efficace? Parce que les sulfamides vont se fixer sur les canaux potassiques, entraînant leur fermeture pour entraîner par la suite la sécrétion de l'insuline. Donc, heureusement, dans d'autres pays, ce n'est pas le nôtre, comme les pays européens, aux États-Unis, ce traitement, il est disponible sous forme de suspension, c'est l'amiglidia, qui a eu l'AMM européenne en 2018, et la dose moyenne de ce traitement, c'est de 0,45 mg par kilo par jour. Donc, ce traitement entraîne un meilleur contrôle glycémique avec une amélioration des déficits neurocognitifs s'il est instauré de façon précoce. Je vous rappelle qu'en cas d'anomalie de canaux potassiques, on peut trouver une atteinte neurologique chez un quart des patients. Et si le traitement par l'issulfamide est prescrit donc à un âge très précoce, on peut avoir une amélioration des déficits neurocognitifs de telle façon que actuellement, pour les recommandations, on doit toujours essayer le traitement par les sulfamides, même avant que les résultats des tests génétiques soient disponibles. Diapo suivante. Donc voilà, je vais finir par cette diapo pour vous illustrer la démarche du diagnostic étiologique devant un diabète qui survient chez un nourrisson âgé de moins d'un an. Donc, finalement, un diabète néonatal. Donc, on doit bien sûr rechercher les anticorps et éventuellement faire un typage HLA. Si les anticorps sont négatifs et l'âge est supérieur à 6 mois, il faut refaire quand même un deuxième dosage d'anticorps. S'il est négatif, on doit procéder à l'analyse génétique. Si les anticorps sont négatifs et l'âge est inférieur à 6 mois, ou bien il y a un retard de croissance intra-utérin, on doit bien sûr réaliser l'étude génétique et on commence toujours par les anomalies les plus fréquentes, c'est-à-dire les anomalies du chromosome 6, les anomalies des canaux potassiques et les anomalies du gène de l'insuline. Si l'échographie pancréatique, entre parenthèses, bien sûr, l'échographie pancréatique également doit être demandée de première intention. Si elle est normale, c'est trouve une hypoplasie, une agénésie ou bien d'autres malformations associées. Donc là, on doit faire un examen clinique minutieux avec des examens complémentaires pour rechercher des anomalies associées afin d'être orienté vers le gène en cause. Diapo suivante. Donc voilà, juste là pour vous dire notre expérience concernant le diabète néonatal. En fait, nous avons colligé 17 cas de diabète néonatal dans le service de pédiatrie de Sfax. Dans 3 cas, il s'agit d'un diabète néonatal transitoire chez 3 frères, donc qui avaient une mutation KC1J11, donc une mutation pour les canaux potassiques. Et parmi ces 3 frères, il y a 2 qui ont atteint l'âge pubertaire et malheureusement, ils ont développé un diabète donc à l'âge de la puberté. Donc un diabète néonatal transitoire qui a rechuté. Les autres 14 cas sont tous en rapport avec un diabète néonatal permanent, dont un est en rapport avec une mutation du gène de l'insuline, un donc secondaire à la mutation du gène GLIS, c'est l'observation que j'ai présentée. L'étude qui est en cours et n'a pas été réalisée pour les 3 patients les plus anciens. Et je vous remercie.